Je vais parler de la situation au Burkina Faso et au Mali. J'ai l'impression, cher peuple, j'ai l'impression, chers abonnés, que depuis quelque temps, au Burkina Faso et au Mali, la révolution populaire que nous avons tous initiée est en train de stagner. J'ai l'impression que les autorités de ces deux pays et aussi les mouvements de la société civile, peut-être c'est sur demande des autorités, je ne sais pas, j'ai l'impression que tout commence à stagner et j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop d'évolution par rapport à quelques mois en arrière. Pourquoi je dis cela? Je dis cela parce que je tiens à le rappeler que la révolution populaire lancée au Mali et au Burkina Faso ne s'arrête pas seulement sur le départ des forces d'occupation françaises sur ces terres. Notre lutte à nous, ce n'est pas seulement de chasser les forces d'occupation françaises qui soutenaient les groupes terroristes, qui créaient de l'ingérence à l'intérieur du pays, etc. Ce n'est pas seulement pour ça. Ça veut dire que la révolution que nous sommes en train de faire, il y a une liste de tâches que nous devons accomplir. Et chasser les forces d'occupation étrangères sur nos terres, malheureusement, on peut dire, fait où ces forces d'occupation font partie de cette liste que nous avons tous dressée ensemble. Alors, à mes camarades et à mes frères et sœurs de lutte, et surtout aux autorités du Burkina Faso et du Mali, qui, pour moi, j'ai l'impression que depuis quelques mois, restent un peu sur ces acquis que nous avons obtenus en chassant les forces d'occupation françaises du Mali et du Burkina Faso, sont en train de faire une grave erreur. Une grave erreur parce que, excusez-moi, une grave erreur parce que une révolution populaire, c'est toute une vie. Une révolution populaire, ça s'organise. Une révolution populaire, ce n'est pas seulement une affaire de quelques mois. Une révolution populaire, c'est à vie. Et si on dit qu'on est dans une lutte révolutionnaire ne dure pas seulement 2 mois, 2 ans, 1 an. Une lutte révolutionnaire, c'est à vie. C'est pour permettre au peuple d'être en harmonie avec ses dirigeants. C'est pour permettre au peuple d'être en harmonie avec les forces de défense et de sécurité, l'armée, les corps habillés, les institutions, les mouvements de la société civile, les hommes, les femmes, les enfants. C'est ça qu'on appelle une révolution populaire. Vous savez, moi, ça fait depuis 2019, je le dis, je l'ai toujours dit, depuis 2019 que j'ai la chance maintenant de me former auprès des autorités vénézuéliennes. J'ai la chance de me former auprès d'un des conseillers du président Maduro en matière de politique, en matière de révolution populaire. Je suis souvent au Venezuela. Je vois comment le Venezuela a construit, une organisation populaire pour maintenir sa révolution, pour maintenir la lutte que mène le gouvernement vénézuélien contre l'impérialisme, contre la politique d'ingérence des États-Unis, des pays occidentaux, etc. Et c'est la même chose aussi pour Cuba. C'est la même chose aussi pour Cuba. C'est la même chose aussi pour la Russie, etc. Et quand on arrive maintenant sur le continent africain, j'ai l'impression que la notion de lutte anti-impérialisme, la notion de lutte anti-néocolonialisme est quelque chose encore c'est une notion nouvelle pour les populations africaines. Là où, en Amérique latine, ça fait plus d'un siècle que les populations là-bas sont dans cette mouvance et lutte contre l'impérialisme. D'ailleurs, souvenez-vous, le Che Guevara est parti au Congo pour essayer d'aider le peuple congolais à se libérer contre l'impérialisme, et il est reparti du Congo dépité, il est reparti avec amertume, il est reparti en colère, en disant que pour lui, même dans 100 ans, en retournant au Congo,
le Congo ne va pas se libérer parce que il a eu affaire à un peuple qui aime la jouissance, la fête, mais qui n'est pas encore armé, qui n'a pas une notion de révolution, d'organisation pour lutter contre l'impérialisme. Et presque, je ne sais pas combien de temps après sa mort, on voit que c'est ainsi le cas au Congo. Alors pour nous, la nouvelle génération, on ne doit plus se tromper. Et c'est pour cela que nous sommes en train de dire, nous avons fait une réunion à la confrérie des frères panafricains avec le doyen Mohamed Konaré et les autres panafricanistes et aussi ceux qui sont dans la société civile avec qui nous discutons. On dit que je pense qu'il est temps maintenant que les panafricanistes prennent le pouvoir. Il est temps que les leaders panafricanistes parmi nous prennent le pouvoir. On ne peut plus continuer à faire cette lutte-là pour ramener des dirigeants, des hommes politiques ou autres qui viendront peut-être accomplir nos souhaits ou trahir la volonté du peuple. Alors pour cela, rien de mieux que s'il y a la possibilité pour que les panafricanistes dans les pays puissent s'organiser pour arriver au pouvoir, n'hésitez pas à le faire. Je le dis ouvertement ici qu'il est temps que les panafricanistes prennent le pouvoir dans les pays africains directement pour changer les choses. En plus des militaires patriotes, etc. que nous avons et qui écoutent nos discours, qui écoutent notre idéologie, nos pensées et qui le mettent en application. Mais il faut aussi que les panafricanistes montent et prennent le pouvoir. Alors, vous savez, concernant le Burkina Faso et le Mali, je dis aux autorités et je dis à la société civile que pour maintenir la flamme et réussir la révolution populaire au Burkina Faso et au Mali, les autorités doivent faire attention, je dis bien, les autorités, la société civile, les mouvements doivent faire attention aux antisociales. Qui sont souvent payés et infiltrés par l'ennemi depuis l'extérieur pour déstabiliser à l'intérieur. Je sais qu'il y a des gens qui me diront qu'est-ce que ça veut dire les antisociales. Alors, allez sur Internet, tapez antisocial et vous verrez ce que c'est que l'expression antisociale. C'est une expression beaucoup utilisée, par exemple en Amérique latine, au Venezuela, Cuba, ces pays qui sont dans une révolution anti-impérialistes et qui mènent une politique sociale pour leur peuple. Parce que l'objectif, ce n'est pas, de chasser des dictateurs, des mauvais dictateurs, des esclaves, des nègres de la basse-cour, des traîtres, pour permettre à ce que des dirigeants, des militaires patriotes viennent au pouvoir pour continuer à maintenir une politique capitaliste, une politique libérale, une politique qui n'arrange pas les populations. Ce n'est pas la lutte. L'Afrique n'a pas besoin d'une politique capitaliste. L'Afrique n'a pas besoin d'une politique ultra-libérale. Nous avons besoin de dirigeants capables d'apporter une politique de protectionnisme, si on peut dire comme ça, une politique limite, panafricaine, voire nationale, voilà, capable de défendre les intérêts des populations et non une politique qui est là pour arranger les intérêts des capitalistes, des multinationales, des institutions de Bretton Woods, des usuriers internationaux qui ont mis nos pays et qui ont détruit, qui ont décapité les États, les institutions dans nos pays. Ce n'est pas pour cela que on se bat, que nous nous sommes battus pour faire venir des dirigeants à la tête de ces pays. Donc s'il y a des dirigeants qui viennent et qui veulent mener une politique antisociale, qui veulent mener une politique capitaliste libérale pour encore continuer, être dans une continuité indirecte de dirigeants qui étaient là avant, alors nous allons les combattre. Parce que ce n'est pas ce que nous souhaitons pour nos peuples. On ne peut pas continuer à voir ces populations qui sont déjà désœuvrées, cette jeunesse déjà perdue, qui, déjà pauvre, continue encore à s'appauvrir parce que les dirigeants qui sont à la tête de nos pays sont incapables de mener une politique sociale digne
une politique sociale où les populations peuvent se retrouver en harmonie avec l'État et bénéficier des richesses que possèdent ces pays, que ce soit naturelles, minières, etc. On ne veut plus de politique capitaliste. Donc là-dessus, je veux que les choses soient claires là-dessus. Alors, il faut que les mouvements, les autorités, la société civile fassent attention vraiment aux antisociales. Hein, et je le répète, qui sont souvent payés et infiltrés par l'ennemi extérieur pour déstabiliser à l'intérieur. Et donc, pour cela, nous devons anticiper. Pour moi, il est primordial d'anticiper toute tentative de sabotage. Il ne faut pas à chaque fois que dans la révolution que nous sommes en train de mener, dans cette révolution où nous avons pris des risques, nous prenons des risques que à chaque fois, nous soyons surpris par les attaques de l'ennemi sur nous et qu'à chaque fois, on cherche à réagir et on est dans une posture, réactionnaire à chaque fois. Il faut aussi qu'on anticipe. Il faut aussi des fois donner des coups à l'ennemi et assumer les conséquences. Il ne faut pas seulement être dans une posture défensive, subir et tout le temps réagir. Il faut aussi anticiper. Donc pour moi, si je décide de m'adresser directement, d'adresser directement ces propositions que je suis en train de faire aux autorités du Mali et du Burkina, c'est parce que je suis en train de constater certaines choses qui, moi, commencent à m'inquiéter et que je ne, je ne valide pas, je ne soutiens pas. D'accord? Quand c'est bien, je soutiens. Quand ça ne va pas, quand ce n'est pas bien, je ne vais pas soutenir. Voilà. Mais cela ne veut pas dire que demain, si l'ennemi extérieur attaque nos pays, nous allons rester les bras croisés. Non. Mais l'objectif est de faire avancer cette révolution populaire que nous sommes en train de faire. C'est pour cela que les propositions dans cette vidéo que j'adresse directement aux autorités, c'est pour que les autorités du Mali, du Burkina Faso, Assimi Goïta, le camarade Ibrahim Traoré, c'est pour qu'ils ne puissent pas refaire les mêmes erreurs que leurs prédécesseurs. C'est pour ne pas que à la fin qu'ils donnent raison, c'est-à-dire aux ennemis du continent africain, à la France, aux États-Unis, ces personnes qui cherchent constamment à déstabiliser ces pays-là et que nous combattons dans cette guerre informationnelle, cognitive que nous sommes en train de mener et que les autorités mènent aussi militairement contre les groupes armés financés, soutenus par ces entités démoniaques que je viens de vous citer. Alors, la proposition numéro 1, pour moi, une révolution populaire se doit d'être bien organisée et structurée. On ne peut pas mener à bien une révolution si cette révolution n'est pas bien organisée et bien structurée. C'est ce que j'appelle, si vous voulez, c'est ça que je suis en train de vous dire, c'est ce que j'appelle, ou ce qu'ils appellent par exemple en Amérique latine, au Venezuela, à Cuba, une organisation populaire. Une organisation populaire, ça veut dire la première position, il faut renforcer, une organisation et la structuration autour de cette révolution populaire que nous sommes en train de mener. Par exemple, sur le plan sécuritaire et dans la lutte contre le terrorisme, il faut une structuration de l'institution militaire dans un cadre national et professionnalisation des forces armées. Parce qu'on ne peut pas dire que nous sommes dans une lutte révolutionnaire si les gouvernements, les autorités qui sont à la tête des pays ne sont pas dans une structuration de l'institution militaire dans un cadre national et professionnalisation des forces armées. Ça veut dire qu'on ne veut plus avoir des militaires incompétents, on ne veut plus des militaires analphabètes, des militaires illettrés, des militaires qui n'ont pas un minimum, c'est-à-dire un niveau capable d'être militaires, des militaires qui sont incapables d'aller au front, d'être militaires, parce que il suffit de voir dans nos pays, il y a des gens qui portent l'uniforme, qui sont colonels, qui sont généraux, qui sont généraux, qui sont commandants, qui sont lieutenants, qui sont capitaines. On se demande comment ces personnes ont réussi à obtenir ces grades. On se demande comment ces personnes ont réussi à devenir ce qu'ils sont, puisque ce sont des gens qui sont souvent incapables,
voire même des analphabètes, des illettrés qui sont incapables de lire sur une carte et de donner une position de leurs camarades pour avoir un appui aérien. Donc pour moi, si on veut déjà structurer l'armée militairement dans nos pays, il faut faire ménage au sein des armées et rendre l'armée professionnelle. Ça veut dire qu'un minimum peut-être avec le BEPC, hein, un minimum de BEPC, de bac, etc. En tout cas, des gens qui sont formés, hein, comme le disait Thomas Sankara, vous savez, un militaire qui n'est pas formé, c'est un danger. C'est pour ça qu'il faut former les militaires. Il faut que les militaires puissent recevoir une éducation, une formation et de quoi avoir aussi dans la tête, pas seulement que dans les chargeurs de leur Kalachnikov. C'est aussi important d'avoir dans le cerveau, dans la tête. Donc, c'est la première position. Et je continue à dire que l'État au Burkina, au Mali, il faut renforcer les liens entre le peuple et les militaires. Il faut une coopération entre les acteurs civils et militaires. C'est ce que, par exemple, encore une fois, je vous dis, au Venezuela, Cuba, en Amérique latine, c'est ce qu'ils appellent un plan militaro-civil. Voilà, ça veut dire que pour le Burkina, pour le Mali, il faut mettre en place ce plan militaro-civil qui sera en atout, hein, en atout vraiment pour Assimi Goïta et Ibrahim Traoré et qui permettra de sécuriser que ce soit le pays, mais aussi le pouvoir, d'accord, les institutions contre toute agression ou tentative de coup d'État futur. Ça veut dire que si il n'y a pas, comment dire, la mise en place d'un plan militaro-civil dans ces pays où nous avons chassé les présidents qui étaient au solde de l'impérialisme, ça ne sert à rien. Parce qu'il faut l'union entre le peuple et les militaires. Il faut l'union entre l'État et le peuple. Il faut créer un plan militaro-civil. Voilà, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Il faut aussi renforcer, par exemple, les protestations populaires. C'est pour ça que je dis que j'ai l'impression que depuis le départ des forces d'occupation françaises de ces pays, la révolution est en train de stagner. C'est comme si les mouvements de la société civile, les autorités pensent que il n'y a plus rien à faire, il ne faut plus faire des mobilisations, des manifestations et que les manifestations doivent uniquement être déclenchées contre, comment dire, l'impérialisme. Non, il faut mettre en place des mobilisations populaires. Il faut maintenir les manifestations. Donc, renforcer les protestations populaires contre toute ingérence impérialiste des pays, des puissances occidentales comme la France, les USA, l'Union européenne, au Burkina Faso, au Mali. Parce que cette guerre contre le terrorisme que l'État burkinabé et l'État malien sont en train de mener ne pourra se faire sans renforcer le soutien populaire au sein de ces pays. Voilà pourquoi c'est très important de maintenir les protestations populaires, pas seulement contre l'armée française, mais tous les jours, il faut mettre en place une organisation, un soutien populaire. C'est ça qu'on appelle l'organisation populaire quand on fait une révolution, chose que Thomas Sankara faisait avant de se faire assassiner. Donc, Assimi Goïta et IB, par exemple, doivent être le plus rassembleur que possible. Ça veut dire qu'il ne faut pas que les dirigeants de ces deux pays soient dans la division. Il faut être rassembleur en donnant, par exemple, la chance à tout le monde de participer aux partis politiques ou politiciens en réglant les problèmes par des accords bureaucratiques, si oui, si on peut le permettre, bureaucratiques pour préserver l'unité du pays. Parce que, vous savez, souvent, l'ennemi s'engouffre toujours dans la division. Quand il y a la division au sein d'une révolution, l'ennemi s'engouffre là-dedans pour mener à bien son plan de déstabilisation. C'est pour ça que nous disons que le capitaine Ibrahim Traoré, le président Assimi Goïta
en tant que rassembleurs, doivent de temps en temps tendre la main à tout le monde, toute personne qui veut participer à cette révolution populaire, qui est là pour soutenir, qui n'est pas là pour diviser, qui n'est pas là pour déstabiliser. Il faut tendre la main à tout le monde, aux partis politiques, aux politiciens, tout en les surveillant, mais il faut ramener tout le monde autour de la table. Et c'est cela qui donnera une force, un atout pour maîtriser et neutraliser d'éventuelles déstabilisations, parce que en ayant ces personnes directement dans la poche, il n'y a plus de raison pour que ces personnes cherchent à déstabiliser. Et s'il y a quoi que ce soit, il suffit juste de le montrer pour dire, regardez, ici au Mali, ici au Burkina Faso, la révolution ne se fait pas en mettant à l'écart telle ou telle personne, la révolution se fait avec tout le monde, donc il n'y a pas de raison que des gens cherchent à déstabiliser ou utiliser ces personnes pour les monter contre les autorités. Donc, il faut que le Burkina et le Mali ne fassent pas, les mêmes erreurs que font les autres pays qui organisent une révolution populaire, en mettant à l'écart, certaines personnes dans la lutte. Pourquoi je vous dis cela? Je vous dis cela parce que quand on mène une révolution populaire, quand on mène une révolution, Thomas Sankara l'avait démontré. Et Thomas Sankara, à son époque, avait compris qu'il fallait s'appuyer sur les femmes pour mener la révolution. Une révolution ne se fait pas seulement qu'avec les hommes. Les femmes ont le pouvoir, ont ce don d'être capables de faire plusieurs choses à la fois. Chose que peut-être nous les hommes, on n'a pas l'habitude de faire. Donc dans une révolution, les femmes ont un rôle très important à jouer. Alors pourquoi je vous dis cela? Par exemple, pour ce qui concerne le Mali et le Burkina Faso, les femmes peuvent jouer un rôle clé pour neutraliser l'impérialisme, pour neutraliser et apporter en soutien des solutions à la révolution que mènent Assimi Goïta et Ibrahim Traoré. Parce que les femmes dans la lutte contre l'impérialisme ont la capacité, je le répète encore une fois, de faire beaucoup de choses. Alors que elles sont, souvent, encore c'est le cas pour le continent africain, beaucoup ne sont pas impliqués dans cette lutte-là que nous menons, que ce soit dans la lutte panafricaine. On ne les voit pas beaucoup. J'estime qu'on ne voit pas beaucoup les femmes africaines. Il y en a qui sont là, peut-être on ne les voit pas, peut-être parce qu'on ne les met pas en avant, mais je trouve que les femmes dans une révolution, elles sont indispensables. Et surtout sur le continent africain, il faut que le camarade Ibrahim Traoré et Assimi Goïta s'entourent des femmes. Parce que les femmes, elles ont cette capacité de ne pas être dans l'ego. Contrairement aux hommes qui sont souvent dans l'ego surdimensionné, les femmes, elles peuvent travailler sans être dans l'ego et écouter, désolé, j'ai un problème de batterie, écouter et accepter, la différence, la contradiction, etc. Alors que nous, les hommes, on a ce truc d'ego, tout le monde veut être leader, tout le monde veut être ceci ou cela, donc souvent, ça crée un peu des clashs et ça va jusqu'aux assassinats, ce que vous avez vu avec Thomas Sankara et Blaise Compaoré. Donc, les autorités du Mali et du Burkina Faso ne doivent pas reproduire les mêmes erreurs. C'est pour cela qu'il faut donner beaucoup de moyens et la chance aux femmes de participer à cette révolution populaire que nous sommes en train de mener. Parce que non seulement les femmes ont la capacité de résister aux attaques que l'impérialisme peut lancer contre nos pays, mais aussi pour mettre en place des alternatives qui garantissent un soutien à la révolution populaire que nous menons. Elles ont cette capacité. Parce que, chose que Sankara, je le répète, avait compris à son époque. C'est pour cela qu'il donnait beaucoup la chance aux femmes et on a vu ce que sa révolution donnait. C'est une révolution qui a marqué et qui faisait peur aux Occidentaux. Donc, contre le manque, par exemple, dans le pays comme le Burkina Faso, le Mali, donner la chance et impliquer de plus
les femmes à cette révolution permettra, par exemple, je vais vous donner quelques exemples que j'ai pris le temps de noter. Exemple, contre le manque de médicaments, par exemple, qui se passe au Niger. Je vois qu'ils disent, oui, on a des sanctions contre la CEDEAO, il faut des médicaments, il y a des médicaments qui manquent. Alors, vous allez, par exemple, en Amérique latine, vous allez à Cuba, vous allez au Venezuela, ça fait plus de 60 ans que Cuba est sous blocus. Posez-vous la question, comment Cuba a fait pour devenir ce grand pays scientifique aujourd'hui dans le monde? Le Venezuela sous blocus, 800 sanctions coercitives. C'est-à-dire que ce n'est même pas des sanctions de la CEDEAO, c'est des sanctions des États-Unis. 800 sanctions coercitives, illégales, illégitimes.